C'est un tableau et qui dit j'aime bien ce tableau parce que. Oui, celle-là. Son fils, il est mort. Qu'est-ce qui se passe après? Dans votre histoire, dans votre narration, qu'est-ce qui se passe après? Le travail de tous les élèves de 4e D. Je tiens seulement à vous rappeler que ces élèves de 4e D, donc on travaille. Le collège au Moulin est dynamique, d'une part, évidemment, en la présence de votre principal. Les élèves de donc, la classe de 4e D qui avaient travaillé toute l'année au jour de l'atelier musée, accompagnés de Christine Guimouilleur, cachés là-bas. Oui, d'accord. Chloé et Mélanie vont lire une histoire inspirée du tableau Judith. La tête tranchée. En l'an 600, avant Jésus-Christ, une fête eut lieu dans le camp du prince Holoferne, en plein milieu d'une forêt. Les soldats avaient gagné une bataille contre les rebelles juifs. Ils étaient sous et hurlaient comme des fous au clair de lune. La fête continuait encore quand le prince, fatigué, alla se coucher dans sa tente. Judith, une rebelle qui avait perdu sa famille et son époux, pénétra dans le camp. Elle avait décidé de se venger d'Holoferne pendant la nuit. Elle le suivit dans sa tente et joua de son disparition. Je m'appelle Jeanne, j'ai 15 ans. Il y a quelque temps, j'ai appris qu'il ne fallait jamais désobéir à ses parents. Il y a à peu près 4 ans, j'ai vécu l'enfer, ou plutôt, nous avons vécu l'enfer. Je dis nous, car je n'étais pas seule. Amanda, une de mes voisines, a elle aussi vécu ce cauchemar. Je ne dirais même pas que c'était terrifiant, c'était pire. Il n'y a pas une journée sans que je pense à ce calvaire. C'était le 14 juillet 2009. J'avais 11 ans et Amanda 6 ans. Malgré notre différence d'âge, nous nous entendions à merveille. À l'occasion de la fête nationale, un feu d'artifice fut tiré. Nos parents s'y rendirent, mais Amanda et moi avions décidé de rester chez nous pour jouer. Nous avions l'interdiction de sortir. Malgré cela, nous avions désobéi. On jouait au ballon juste devant nos maisons, il faisait un peu noir. Au moment de rentrer, nous entendîmes un bruit de moteur. Par réflexe, nous nous retournâmes. Une voiture s'arrêta devant chez Amanda. Un homme descendit et approcha. Il nous demanda à quoi on jouait. Par peur, nous ne répondîmes pas et nous montrâmes notre ballon. Il était tout abîmé. Il nous dit de venir vers sa voiture car il avait, soi-disant, de beaux ballons. Évidemment, nous étions jeunes et naïfs, alors nous le suivîmes. Il ouvrit le coffre, rien, aucun ballon. Il nous regarda, sourit et nous poussa violemment dans le coffre. La voiture démarra. Nous nous demandions ce qui nous arrivait. Qui était cet homme? Qu'allait-il nous faire? Pourquoi nous? Nous avions chaud, nous étions serrés, c'était étouffant. Après plusieurs minutes de route, la voiture s'arrêta. Il nous avait attachés avec des cordes et nous avait scotché la bouche. Il ouvrit le coffre et dit « Bienvenue à la maison ». Amanda me regarda d'un air terrifié. Il nous attrapa et se dépêcha de nous faire entrer dans la maison. Elle était assez chic avec beaucoup de fleurs. À l'intérieur se trouvait un mur rempli de tableaux de petites filles du même âge qu'Amanda et moi. Nous étions effrayés. Il nous laissa au milieu d'une pièce. À cet instant, j'eus le temps de l'observer. Mais le répit fut de courte durée, car il se jeta sur nous et nous frappa le visage. C'était vraiment horrible. « Asseyez-vous et ne bougez plus, dit-il. » Il sortit une palette de peinture, un pinceau et 2 toiles. À ce moment-là, nous comprîmes alors qu'il allait nous peindre et qu'il allait accrocher les tableaux à côté des autres. Pendant plus de 3 semaines, nous ne mangeâmes que du pain et nous eûmes le droit à une seule douche. En plus de nous faire poser, il nous faisait travailler dans sa maison tous les jours. Une après-midi, pendant que nous passions le balai, nous nous arrêtâmes quelque temps devant le mur rempli de tableaux. Nous l'observâmes attentivement. Toutes les filles avaient l'air terrorisées. Un soir, punis, nous dûmes aller à la cave. Nous descendîmes un escalier, c'était une cave aménagée. Au milieu se trouvait une couverture et sur le côté, une grande et assez vieille armoire marron. Intrigués par cette armoire au milieu de la pièce, nous essayâmes de l'ouvrir, mais elle nous résista. Le lendemain matin, quand nous fîmes le ménage, nous reprîmes le temps de regarder les tableaux. Sur l'un d'entre eux, une fille avait disparu. Il ne restait que le paysage. À ce moment, l'homme rentra et dit « Retournez faire le ménage ».
Nous obéîmes et nous repartîmes passer le balai. La nuit arriva. Avec Amanda, nous discutâmes un peu. Pourquoi la fille avait-elle disparu du tableau? Les nuits passèrent. Tous les jours, nous observions que les filles disparaissaient du tableau. Qu'était-il arrivé à ces filles? Comment allions-nous finir? Comme elles, tout se mélangeait dans notre tête. Un jour, alors que nous étions dans la cave, nous entendîmes des chuchotements. Nous nous dîmes alors que nous n'étions pas seuls. L'homme devait cacher une autre fille dans une seconde pièce. Nous écoutâmes au mur pour savoir ce qui se passait, quand Amanda me chuchota. Regarde, il y a un trou là. Peut-être que l'on peut apercevoir la pièce d'à côté. Je regardai alors dans le trou et tout à coup, je me retirai du mur et m'éloignai. Amanda me demanda ce que j'avais. Elle avait peur. Elle se demandait ce qui m'arrivait. Bouche bée, je ne pus répondre. Amanda regarda donc dans le trou. Elle s'écarta à son tour et eut les larmes aux yeux. Il avait caché une fille dans une pièce voisine. Et au moment où nous avions regardé, il était en train de l'endormir au moyen d'une formule magique. Elle ne bougeait plus, elle ne respirait plus, elle était morte. Il l'enferma dans un sac qu'il sortit. Nous avions peur, nous étions terrifiés. Pourquoi l'avait-il tuée et pourquoi par le moyen de la magie? Des questions, des tas de questions. Le lendemain, la fille avait disparu de son tableau. L'homme entra dans la cave en claquant la porte. Il prit Amanda violemment et partit avec elle. Elle criait, elle pleurait et moi aussi. J'étais seule, je ne vis pas Amanda de la journée. Le soir, j'entendis un énorme cri. C'était la voix d'Amanda. C'était le pire jour de ma vie. Il fallait à tout prix que je sorte d'ici. Les deux personnages du tableau étaient retournés à leur place. Effrayée, je décidai d'aller chercher de l'aide à l'accueil. Je trouvai enfin Aïe. Je lui racontai toute cette histoire incroyable. Monsieur, vous avez rêvé, ça arrive. Édifice écrit par Cyriane. Dur d'être de la peinture. Un samedi après-midi de l'année 2011, Enaïris, une jeune collégienne, se rendit au musée Antoine Lécuyer chercher une nouvelle source d'inspiration pour son travail d'art plastique au collège. Enaïris adorait le cours d'art plastique. C'était une passionnée de dessin. Au cours de sa visite, Enaïris se retrouva devant une mystérieuse porte. Elle était faite en bois de chêne et elle avait l'air de représenter l'histoire et la justice, avec les dessins d'une balance sur la porte de droite et des armes et un casque sur celle de gauche. Soudain, il n'y eut plus personne autour d'Enéris. La porte s'illumina de l'intérieur, s'ouvrit toute seule et Enéris eut une étrange sensation de chaleur. Sur le point de se faire aspirer par la porte, elle tenta tout pour résister, mais en vain, et vit un monde de peinture avec une jeune fille ressemblant à une indienne devant elle. Elle disparut et la porte se referma. Après avoir franchi cette porte, Enéris vit de la peinture, beaucoup de peinture. Puis en se regardant dans l'eau, elle se rendit compte qu'elle était devenue un personnage peint. Si c'est un mauvais rêve, que quelqu'un vienne me réveiller, dit Enaïris, surprise et effrayée à la fois. Mais hélas, ce n'était pas un rêve. Puis elle revit une jeune fille qui s'avança vers elle. « Bonjour, je m'appelle Nalis, je suis la gardienne de l'équilibre de la peinture. » dit-elle avec gentillesse. Alors Enaïris posa des tas de questions sur la porte. Pourquoi était-elle devenue une peinture? Et surtout, où est-ce qu'elle était tombée? Car tout cela ne ressemblait pas à Saint-Quentin. Nalis lui expliqua qu'elle se trouvait à Paintworld, un monde où toutes les créatures vivantes étaient faites en peinture. Elle lui raconta comment son monde était né, mais aussi comment cela risquait de se terminer pour Paintworld. « Un grand malheur va bientôt s'abattre sur nous, déclara-t-elle. Et comment s'appelle ce grand malheur, Nalis? Pour le moment, il vaut mieux que tu ignores ce que c'est. » Quand soudain, le ciel de peinture s'assombrit. Des éclairs apparurent et le tonnerre gronda. Un étrange garçon vêtu d'une blouse noire et d'un pinceau mystérieux apparut devant les deux filles. Enaïris eut le sentiment d'amitié et de compassion pour Nalis. Qui est-ce, Nalis? Un ami à toi? Non, ce n'est pas un ami, mais un ennemi. Son nom est Kyol, l'artiste des ténèbres. C'est le mal incarné, un méchant personnage fait en peinture. Mais alors, quand tu disais qu'un grand malheur allait s'abattre sur ton monde, c'est de lui dont tu m'avais parlé? Naïlis acquiesça. Et maintenant, habitants de ce monde, je vais faire basculer Paintworld dans les ténèbres qui y régneront à tout jamais, dit Kyol avec un rire démoniaque. Il répandit alors du noir, la couleur des ténèbres et du désespoir, sur la clairière d'herbe verte, sur le fleuve et sur le reste de Paintworld. Nalis était désespéré. « Ah non, arrête ça, je t'en supplie !» dit Nalis en larmes. Kyol se retourna avec fierté pendant que le noir se tendait dans Paintworld. Pourquoi tu pleures comme ça?
C'est juste un vieux monde, bon à être détruit. Est-ce que c'est cela le destin de Pentworld, sombrer dans les ténèbres et être détruit se dit Nalis. Qu'est-ce que tu dis? Juste un vieux monde, bon à être détruit, dit Hénaïris avec colère. Tu manques pas de culot pour parler de cette façon à mon ami. Et d'ailleurs, pourquoi tu en veux à ce monde? Il ne t'a rien fait. Je m'en fiche. Je trouve ce monde très ennuyeux avec sa bonté. Il est temps qu'il se montre cruel. Nalis, surprise d'entendre Hénéris dire qu'elle était son amie, pleura de joie. Soudain, une larme de Nalis coula sur le sol déjà noir, et le noir disparut de la clairière et du fleuve qui retrouvèrent leur couleur originale. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est impossible. Rien n'est plus fort que le désespoir. Non, mais je connais quelque chose qui peut l'être et que toi tu n'as pas, Kiol. C'est l'amitié. Et une sublime lumière blanche enveloppa les deux amis qui utilisèrent cette couleur pour bannir à tout jamais Kiol. Si la lumière blanche était apparue à cet instant, c'est qu'elle représentait le bien. Alors Hénéris et Nalis avaient réussi à sauver Pentworld. Un mystérieux portail apparut devant elle. C'est l'heure de se dire au revoir, Nalis. On s'est bien amusé. Attends, avant que tu partes dans son monde, je te donne ça en guise de remerciement. Dit Nalis en lui donnant un pinceau indien. Ah, merci. Je ne t'oublierai pas. Au revoir. Se dirait-elle avant qu'Hénaïris disparaisse derrière le portail. Rentrée dans son monde, Hénéris se réveilla, allongée devant la porte. Elle se demanda si tout cela était un rêve. Elle regarda attentivement tout ce qui l'entourait. Soudain, elle eut la surprise de retrouver le pinceau que Nalis lui avait donné. Et Dylan vont vous lire une histoire inspirée de la statue de Saint-Sébastien. Païen contre chrétien. Sébastien était allongé, vivant, malgré les flèches qui lui perçaient le corps. Souffrant, malade et désespéré, il revoyait ce qui venait de se passer. Sébastien était un croyant, chrétien comme tout son village. Il avait de nombreux ennemis parmi les Romains qui ne croyaient pas en le même Dieu que lui. Il avait donc décidé d'aller proclamer sa foi auprès d'eux sans aucune peur. Le chef romain était furieux et avait décidé de le condamner à mort. Il avait ordonné à ses archers de se préparer. Mais les archers s'étaient laissés convaincre par Sébastien et voulaient croire en son Dieu. Ils avaient décidé de tirer leurs flèches sans toucher les organes vitaux, ce qui l'aurait tué immédiatement. Après avoir tiré, ils jetèrent le corps au bord d'une rivière. Le chef croyait qu'il était mort, mais Sébastien souffrait sans se plaindre. Tout à coup, des éclairs et des nuages surgirent dans le ciel, et Dieu apparut à Sébastien. Il dit: Je vais t'aider à te venger des Romains. Mais d'abord, je vais te... Thomas et Amandine vont vous lire une histoire inspirée du tableau La pensée aux absents. 3 ombres au tableau. Je venais de m'asseoir sur l'une des banquettes en cuir du hall du musée. Fainéant, je n'étais pas prêt à attaquer la visite de sitôt. Mais Amandine me prit par le bras pour m'emmener au sous-sol du musée. C'est là que se trouvait le fameux tableau sur lequel nous devions présenter un exposé devant le prof de français, Monsieur Doué, qui semblait prendre ça très à cœur. C'était un tableau d'André Desvambèze de 1927, mais le titre m'échappait. Alors Léo, tu te dépêches? On n'a pas toute la journée. Amandine, fatiguée de ma paresse, m'abandonna rapidement pour aller regarder le reste du musée. Je me posai sur la banquette face au tableau, poussant un grand soupir. Je sortis mon cahier et je me mis à écrire, relevant la tête de temps en temps, puisant l'inspiration dans le tableau. Il était divisé en 4. Le centre du tableau était certainement la partie la plus importante. 3 femmes, les mains jointes, toutes vêtues de noir, semblaient attristées. D'après le cartel, ces femmes avaient perdu les hommes de leur famille à la guerre. Sur la partie de gauche, un soldat écrivait éclairé par une lampe à huile alors que les autres soldats dormaient. La partie droite montrait 3 soldats réfugiés dans un trou d'obus. La partie inférieure représentait quant à elle un cimetière allemand. Pensez aux absents, dis-je à voix basse en lisant le cartel. Je m'approchai du tableau à 2 doigts d'y coller mon nez. La toile était humide
De fines gouttelettes recouvraient la peinture, et de longues gouttes d'eau descendaient le long du mur, telles des larmes. Le tableau devenait méconnaissable, et des 3 personnages centraux, il ne restait que de longues silhouettes noires. Je me sentais aspiré par le tableau. Les quelques secondes passées à le contempler me semblaient une éternité. Et peut-être était-ce le cas. Je découvris avec stupeur que la nuit était tombée depuis longtemps et que le musée était fermé et entièrement vide. Je me demandais comment une telle chose avait pu arriver. Je n'avais regardé le tableau que quelques secondes. Peut-être m'étais-je simplement endormi. Prenant mon courage à 2 mains et sans savoir pourquoi, j'ai décidé d'explorer le musée. Je crus rêver lorsque je vis une grande masse noire qui se tenait à une dizaine de mètres de nous. La forme ondulée. Je ne me sentais ni effrayée ni apeurée. La femme fila à toute vitesse vers l'un des salons de pastel, disparaissant derrière les piliers du musée. Un souffle froid parcourut mon corps. Je la suivis jusqu'à cette salle où elle s'était engouffrée. Le petit musée me semblait immense. Une atmosphère oppressante régnait dans la pièce et une brume épaisse plongeait le tout dans une ambiance encore plus terrifiante. C'est là que je revis cette forme qui commençait à se métamorphoser, prenant l'apparence de l'une des femmes représentées sur le tableau. Les 2 autres femmes sortirent de l'ombre, elles sanglotaient et l'une d'elles séchait ses larmes avec un mouchoir en soie noire. Elles s'approchaient de moi comme pour me parler. Les femmes se mirent à léviter puis à tournoyer à une vitesse folle. Je compris que ces femmes avaient juste besoin d'être écoutées. Je crois que je sentais leur tristesse. Mes lèvres se mirent à bouger. Vous, vos proches, ils sont morts à la guerre, c'est ça? Tout me semblait très clair maintenant. Leurs vêtements noirs, ces croix blanches. Elles étaient en deuil. Un sentiment d'empathie m'envahit. Les femmes stoppèrent leur colère un instant pour repartir plus violemment. Je devais hurler pour me faire entendre. Vos hommes, ils sont morts à la guerre? Des explosions de lumière émanaient de leurs yeux alors que je continuais à leur parler. Tout le monde peut perdre en être cher. Il faut savoir tourner la page. Il faut avancer et ne pas regarder en arrière. L'explosion devenait de plus en plus intense jusqu'à ce qu'elle englobe la pièce. La laissant dans un blanc total, je crus voir leurs visages s'éclairer et même les voir sourire. Je me réveillai sur la banquette. J'ignorais quand je m'étais endormi. Et si je m'étais endormi? Au creux de ma main, je trouvais un petit mouchoir noir. J'étais renversé. Comment ce mouchoir avait pu atterrir au creux de ma main? À cet instant, j'eus une grande inspiration. Mon cahier était posé à côté de moi. Je le saisis, me mis à écrire mon rêve d'un trait. Et au moment de poser le dernier point, je me sentis soulagé d'un poids. Comme si cela était mon devoir de les apaiser en quelque sorte.